Bonjour les experts, Éric Heyer, bonjour. Vous êtes directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci d'être avec nous ce matin. Christian Saint-Etienne, bonjour. Vous êtes économiste et auteur, je le dis puisqu'on va en parler tout à l'heure, de Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe aux éditions Odile Jacob. Et Mathieu Jolivet, bonjour. Mathieu, bonjour. Merci d'être avec nous, éditorialiste chez BFM Business. Alors ça a commencé vendredi à l'Assemblée nationale. On va égrener un petit peu les mesures, mais déjà, prenons au pouls. Christian, comment vous réagissez là sur ces 2 premières journées où des amendements un peu hétéroclites, on va dire, pour le moins, ont été... Non, mais en 2 mots, les discussions dans la commission des finances avaient semblé moins délirantes que ce qu'on craignait. Et puis, évidemment, le délire... Vous parlez de délire, carrément. C'est délire pour vous. Le délire diffuse en assemblée plénière. Délire parce que... Quel est le problème de la France ? C'est la relance de l'économie. C'est pas les inégalités. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inégalités, mais nous savons tous ici, après redistribution, les inégalités entre le décile supérieur de revenus et le décile inférieur est autour de 3,5. C'est dans les 3 ou 4 pays dans lesquels les inégalités sont les plus faibles sur la planète. Et l'obsession, ce sont les inégalités, alors que l'enjeu, c'est d'accélérer sur l'espace. On voit qu'il y a des négociations en cours sur les prochains budgets européens sur l'espace. L'Italie met sur la table plus d'argent que la France maintenant, alors que la connaissance et les expériences spatiales de l'Europe, c'était d'abord tout le travail qui avait été fait depuis 40 ans par la France. La France est en train de se faire dépasser par l'Italie. L'Allemagne mettant beaucoup plus d'argent que la France dans l'espace. Nous faisons dépasser dans beaucoup de domaines. Donc l'enjeu, c'est la relance de l'économie française, le redéveloppement de nos entreprises, les réformes nécessaires de l'éducation et de l'enseignement professionnel. On ne parle pas du tout de ça, on parle de énième impôt sur les soi-disant riches. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je dis simplement qu'il faut plutôt les encourager à investir en France que d'aller investir ailleurs. Ok, on vous sent déçu, hein, Christian Saint-Etienne. Éric Heyer, ces 2 premières journées, on va dire vendredi et samedi. Alors, je suis beaucoup moins déçu que Christian Saint-Etienne parce que j'avais aucune attente. Vous voyez, là, c'est notre position. Hein, oui, parce que là, globalement, ce que propose Christian, bien entendu, ce qu'on aimerait, c'est qu'un budget, que ça fixe un cap sur... Qui est du souffle. Bon, mais on le savait que c'était pas le cas. Il n'y a pas de majorité. Et donc là, ça allait être que budgétaire. Donc il faut juste revenir à l'idée. On doit trouver 120 milliards en 5 ans. Sur cette année, on devait trouver 30 milliards. Donc c'est l'engagement. On peut toujours contester ces 30 milliards. On peut dire il y a ce qu'on appelle en anglais du front-loading. Ils vont un peu plus vite cette année que ce que réclame la Commission européenne. La Commission européenne nous dit qu'on pourrait faire 24 milliards. Donc il y avait 6 milliards. On aurait pu négocier sur est-ce qu'on doit faire 30 ou 24. Mais bon, il y a ce point-là. Mais une fois qu'on a dit il faut faire 30 ou 24, vous voyez, ce qui me semble assez délirant, c'est que personne ne veut payer. C'est-à-dire que globalement, on a Laurent Wauquiez qui dit pas de hausse d'impôts et on a de l'autre côté les socialistes qui disent attention sur la dépense publique. Donc du coup, globalement, et on veut du pouvoir d'achat. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre comment on arrive à faire 120 milliards d'efforts 30 cette année en redonnant du pouvoir d'achat. Donc soit on dit alors attention, on va redonner du pouvoir d'achat à certains, mais d'autres vont payer plus. Donc ça, c'est un peu la vision un peu socialiste. C'est-à-dire que oui, on va pour les classes moyennes, on va leur donner du pouvoir d'achat, mais ça veut dire qu'il faut aller chercher les classes aisées. Mais voyez, on veut le beurre et l'argent du beurre. Et là, au lieu d'essayer d'avoir des pistes de comment on fait ces efforts, on commence par baisser les impôts. Donc c'est ça qui ne va pas du tout. Vous voyez, on reviendra peut-être sur la défiscalisation des heures supplémentaires, mais vous voyez, alors donc on ne veut pas augmenter les impôts sur le revenu, qui sont sur les classes moyennes, mais on veut même baisser les prélèvements. Donc il faut quand même se souvenir, dans les 30 milliards, et après je laisse la parole, les 30 milliards aujourd'hui, on nous dit c'est 14 milliards de hausse d'impôts et 16 de baisse de dépenses. Attention, c'est pas exactement ça. Ouais, pourquoi ? Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans les 14 milliards de hausse d'impôts, en fait, il faut retirer 10 milliards parce qu'il y avait 10 milliards sur 2025 qui disparaissent. Donc, les 14, c'était pour compenser une partie. Donc, en fait, il n'y a que 4 milliards de hausse d'impôts, d'accord, de prélèvements, et aujourd'hui 16 de dépenses. Et dans les 16 de dépenses, désolé d'être un peu technique, il y a tout de même des hausses de dépenses sur la défense, sur le budget européen
Les intérêts de la dette. Et sur les intérêts de la dette. Et donc, du coup, si vous mettez ça, on est obligé de les payer. D'accord ? C'est 35 milliards d'efforts qu'il faut trouver, d'accord, pour arriver. Donc, vous voyez, c'est énorme. Donc, il va falloir qu'on se pose ces questions-là et qu'on arrête de baisser un peu trop les impôts aujourd'hui. Sinon, on n'y arrivera pas parce que quand on va passer au volet dépenses, il va falloir trouver des dépenses, mais gigantesques sur une seule année. D'accord ? Donc là, c'est 35. Mais si on fait les heures supplémentaires, la défiscalisation, si on renonce au gel du barème, etc., donc ça va être quoi ? 40, 45 ? On sait qu'on n'y arrivera pas en une seule année. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu... donc du coup, moi j'avais moins d'ambition, j'attendais beaucoup moins que Christian, mais on se dit, on n'arrivera pas aux 30, donc il fallait revenir sur dire 30, c'est pas possible, d'accord, mais moi pourquoi pas, hein, il faut qu'on soit dans les règles européennes et se dire comment on répartit et sur qui on répartit, et là on n'a pas du tout le début du commencement d'une réponse. On va revenir sur les mesures, hein, Eric, et puis on va revenir aussi sur la question du pouvoir d'achat qui est un peu l'éléphant dans la pièce, hein, qui commence à se dessiner. Mathieu, quelle lecture vous avez là, sur ces deux premières journées ? Un budget, ce n'est pas que budgétaire. Un budget, si on fait le parallèle avec une entreprise, c'est le plan stratégique que présente. Vous en trouvez là, la stratégie le gouvernement. Non, justement, c'est bien là le problème. C'est le plan stratégique que présente normalement une entreprise. Et un plan stratégique, c'est censé faire quoi ? C'est censé fixer un cap, c'est censé parler à ses équipes, c'est censé embarquer ses équipes, c'est censé rassurer ses actionnaires, qui sont aujourd'hui les Français. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui au bout de 2 jours de débat ? On assiste à un espèce de grand bal des scalps dans l'hémicycle, avec chaque parti politique qui a besoin, vis-à-vis de son parti, de ramener de marqueurs et de ramener son scalp. Et c'est pour ça que pour l'instant, on ne voit absolument pas de boussole. On voit Laurent Wauquiez qui finalement devient le héros du pouvoir d'achat des classes moyennes et qui a ramené son scalp, qui lui est le grand retour des heures supplémentaires défiscalisées. On a le Parti socialiste qui a commencé à ramener son petit scalp, qui est la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui va continuer jusqu'à ce que le déficit soit ramené jusqu'à 3%. Alors là, on est sur quelque chose, c'est presque philosophique. Hein. On a inventé un truc fiscal en France qui est la pérennisation exceptionnelle. Sous condition. et sous condition. Donc, si vous voulez, c'est le sentiment que ça tire un peu dans tous les sens, qu'on ne voit absolument pas de cohérence. Après, moi, je reste un éternel optimiste. Sébastien Lecornu, lui, appelle à une révolution politique et culturelle dans l'hémicycle. Ce qu'il a présenté, c'est finalement une forme d'ossature budgétaire, en sachant très bien que chacun allait tout détricoter et qu'on avancerait compromis par compromis. Ça, c'est peut-être du jamais vu, mais en 2015, vous savez, António Costa au Portugal, c'est ce qu'il a fait. Il a créé une coalition parlementaire, alors que le pays sortait exsangue de ses redressements des finances publiques avec le FMI derrière lui. Et à ce moment-là, il n'a fait rentrer aucune opposition dans son gouvernement, mais il a mis en place un contrat parlementaire. Derrière, pendant 10 ans, chaque année, ils ont réussi à faire voter un budget qui avançait par consensus avec des oppositions qui étaient très fortes. Donc c'est peut-être possible. Mais aujourd'hui, c'est un espèce de patchwork incompréhensible où on n'arrive pas à savoir dans quelle direction on peut aller. Voilà. Manque de cohérence. Christian Saint-Etienne, vous avez levé le doigt là. Moi, j'ai un espoir. Vous avez un espoir. L'espoir, c'est les 70 jours. Oui. Parce que le compte à rebours. Voilà. Non, mais parce qu'au bout de 70 jours, le Premier ministre peut imposer son budget d'origine par ordonnance. Donc, l'absence de cohérence qu'on a dans le débat au Parlement, il y a quand même un début de cohérence au sein du budget présenté par le Premier ministre. Mais son budget d'origine, ce sera la dissolution. Non, mais si on avait le budget d'origine suivi d'une dissolution en janvier, c'est la solution la moins pire. Parce que vous évoquiez la nécessité de la cohérence. On peut en discuter indéfiniment, mais il y a néanmoins de la cohérence dans le projet de Lecornu, qui reprenait d'ailleurs pour l'essentiel le projet de Bayrou. Donc l'essentiel qu'on puisse espérer, c'est qu'au bout de 70 jours, du fait de l'échec du travail du Parlement, parce que ce qui est inquiétant, c'est que depuis... on va dire 1791, parce qu'en 1789, on avait quand même pu faire la nuit du 4 août, donc que Tocqueville lui-même décrivait comme un des grands moments de l'histoire de France. Mais depuis 1791, il n'y a pas de culture de compromis dans ce pays.
S'il y avait une culture de compromis en 2022 et en 2022, au moment de la présidentielle, il fallait un contrat de gouvernement entre LR et les macronistes et on aurait eu 5 ans de gouvernement intelligent. Ils ont même, alors qu'ils étaient très proches, ils n'ont même pas été capables de se parler. Il y avait eu un exercice hyper intéressant en 2014 quand il y avait eu le virage social-libéral de François Hollande. À l'époque, c'est Emmanuel Macron avec sa loi Macron pour déréguler les secteurs, l'écart Macron, etc. Et à l'époque, il avait mis en place justement, son grand truc, c'était la co-construction. Il avait mis en place une commission spéciale avec 70 députés, sénateurs de tous bords. Il les avait enfermés en conclave. Et ça, donc c'était une expérience. Ça commençait pas mal. Il y avait pas mal de compromis qui se dégageaient. Et au bout du compte, ils sont passés par 49-3. Quoi. Enfin, c'était un peu déprimant, mais c'était plutôt bien amorcé au début. Alors la seule fois où la gauche et la droite travaillent ensemble, c'est quand la gauche est au pouvoir et en difficulté. Quand elle se tourne vers la droite, la droite est plus à même de faire des compromis avec la gauche lorsqu'elle est au pouvoir en difficulté que la gauche lorsque la droite est au pouvoir et en difficulté. Alors on va revenir. On l'a vu notamment dans le grand choix structurant de 1983 de Mitterrand, qui a été un choix majeur, qui a certainement contribué à sauver la France. Alors juste sur ce point, d'ailleurs, je ne sais pas si ça va jouer dans les situations dans laquelle nous sommes. Vous savez peut-être tous, c'est un point d'histoire, mais comme on est dans les experts sur l'économie, en mars 83, il se trouve que j'avais regardé ça de près à l'époque et que ensuite j'étais à l'OCDE et j'avais pu en parler avec le directeur du Trésor. Le choix a été fait par Mitterrand tout seul, parce que vous aviez deux écuries qui se battaient comme aujourd'hui. Vous aviez rappelez peut-être le contexte de mars 83. Oui, mars 83, la France aborde la 3e dévaluation depuis l'arrivée au pouvoir de Mitterrand en 81. Et il y a un grand choix qui est alors, c'est assez humiliant pour la France d'avoir fait 3 dévaluations au sein du SME de l'époque. Et la question, c'est est-ce qu'on sort du SME pour éviter les dévaluations, à ce moment-là on flotte, ou est-ce qu'on reste dans le SME et on avale la pilule? Et Mitterrand va décider finalement, dans sa sagesse, pendant une nuit, d'avaler la pilule. Mais il ne va pas du tout le faire pour des raisons économiques. On le sait, il l'a exprimé après. Il va le faire... C'est assez foudroyant dans le contexte où nous sommes aujourd'hui. Il va le faire pour ne pas sortir de l'Europe chrétienne, ne se couper de l'Europe du Nord et de l'Allemagne. Et donc il ne le fait pas pour des raisons économiques, il le fait pour des raisons culturelles et sociopolitiques. Et on va voir si les raisons culturelles et sociopolitiques vont continuer de jouer un rôle en France, ou si tout ça c'est de l'histoire. Alors Éric, on va peut-être s'arrêter quand même sur 2-3 amendements qui ont été votés depuis vendredi. On va reprendre un au hasard. Tenez, par exemple, le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Normalement, avec l'année blanche, à peu près 200 000 foyers ménages devaient rentrer dans l'impôt. Il y avait un jeu de discussion disant peut-être qu'on amende pour les foyers à la première tranche, on va dire. Et finalement, là, c'est la totale. Alors là, c'est tournée générale. Oui, encore une fois, si on a bien en tête qu'il faut trouver 30 milliards. Ouais. Et même, encore une fois, l'addition, c'est 120 sur 5 ans. Puisqu'il faut quand même rappeler, ça je pense que la pédagogie au moment du Premier ministre Bayrou n'a pas été assez bien faite. Il pense qu'il a bien fait. Mais non, il faut expliquer pourquoi on en est arrivé là. Et une des explications, en tout cas, c'est le moment de la crise énergétique. Au moment de la crise sanitaire, tout le monde a fait la même chose. Et d'ailleurs, on a eu un déficit qui a dérapé comme tout le monde et une reprise qui a été comme tout le monde. Là où le bas blesse, et il y a une différence française, c'est au moment de la crise énergétique. Au moment de la crise énergétique, quasiment tous les pays ont choisi de faire des chèques. Nous, on a choisi de faire des boucliers. Alors, on peut penser que c'est pareil. En termes de coûts, ça a coûté un tout petit peu plus cher à la France. Eurostat nous dit 3,5 points de PIB. Donc, on a dépassé les 100 milliards, c'est considérable. Quand les autres ont fait plutôt 3, 1, 3, 2. Allez, il y a une petite addition, mais surtout, c'est invisible. Quand vous faites un bouclier, personne n'a l'impression d'avoir été aidé. Quand vous touchez un chèque de 300 € ou de 200 €, vous savez que vous avez été aidé. Cet effort, on va dire, de l'État n'a pas été perçu par les citoyens. Et ça n'a pas été ciblé, puisque un bouclier, c'est pas ciblé. Donc, tout le monde a bénéficié de ces aides. Les grandes entreprises, les petites, les ménages aisés, les ménages modestes, les ruraux, les urbains. Tout le monde en a bénéficié sans le savoir. Ou en tout cas, sans vraiment s'en rendre compte, parce que l'inflation a augmenté, tout de même chez nous, mais moins qu'ailleurs.
d'accord ? Et donc, s'il faut faire un travail intellectuel pour savoir de combien on a été aidé. Donc, puisque tout le monde a été aidé, il faut que tout le monde participe au remboursement. Donc, on est obligé de se répartir l'addition. Mais pourquoi la façon dont vous le formulez aujourd'hui, la classe politique n'est pas capable de le formuler? C'est un peu compliqué. J'ai entendu à un moment Amélie de Montchalin le dire attention, tout le monde a été aidé, donc tout le monde doit y participer. C'est normal. Le pouvoir d'achat, on a soutenu le pouvoir d'achat d'une catégorie de la population. On ne doit pas le financer par de la dette, c'est pas possible. Transitoirement, pourquoi pas, mais ensuite, donc il faut rembourser. On est obligé de le faire. C'est pas de la bonne dette, c'est pas une dette qui sert aux générations futures. C'est pas de l'investissement. C'est pas l'investissement. Donc, puisque tout le monde a été aidé, il faut que tout le monde y participe. Alors, de quelle manière ? Vous voyez, l'instrument, à la limite, peu importe. Que ça soit par un impôt ou par une réduction de la dépense publique, moi, j'ai pas vraiment de... Peu importe. Mais on voit bien que si on nous dit, tiens, geler le barème, l'avantage, c'est que ça faisait participer les classes moyennes supérieures qui payent un impôt, et plus vous gelez le barème, plus les classes, d'ailleurs, aisées vont payer un impôt sur le revenu, parce que le gel va être sur l'intégralité des seuils. Bon, c'était une possibilité. Si vous dites non, je ne la mets pas, et là, c'était à peu près 2 milliards qu'on attendait. Il faut trouver 2 milliards ailleurs pour faire participer ces catégories-là. Bon, c'est un peu ça le problème. Quand on dit, comme Wauquiez, non, moi je vais soutenir le pouvoir d'achat en le faisant, quelque part, il dit, je renonce au remboursement, et donc c'est aux générations futures à le faire, soit, vous voyez, quand il dit c'est l'État à faire l'effort, mais oui, mais l'État, derrière l'État, les dépenses de l'État, il y a de la population. C'est normal. On sent quand même l'otage dans la pièce, c'est-à-dire, il y a des mesures très politiciennes qui sont prises là depuis vendredi via amendement. Mais on sent aussi quand même la pente de dire c'est au moment où on va s'attaquer là en revanche du budget qu'on va faire des économies. Mais vous y croyez, franchement? Mais alors, d'abord, pourquoi j'y crois pas? Je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est parce que en gros, si on enlève les augmentations de dépenses qui sont inévitables, d'accord? Pour y arriver à ces 30 milliards, il va falloir faire à peu près 50 milliards de réduction en une seule année. On n'y arrivera pas. Ça, c'est quasiment impossible. Ou alors aller vraiment saccager notre modèle social et faire des choses incroyables sur les dépenses maladie, sur ceux qui sont en maladie longue, ceux qui sont atteints d'un cancer ou atteints d'un diabète, et ça va pas passer dans la population. Donc il faut quand même être un peu raisonnable et dire non, tout le monde va y participer. S'il faut le faire par une hausse d'impôt via un gel du barème pendant 1 ou 2 années, il faut simplement l'expliquer. C'est ta participation, d'accord, aux aides que tu as reçues il y a 2-3 ans. Bon, ok, c'était pas très clair, mais là maintenant on te le dit. Et ensuite, c'est l'heure de la facture. Et c'est juste l'heure de la facture pour pas que les générations futures payent ton pouvoir d'achat. Il n'y a aucune raison que ça soit le cas. Le problème, c'est que politiquement, c'est assez inaudible aussi d'envoyer ce message en disant t'as reçu. Tu as le sentiment de rien avoir perçu, mais n'empêche que tu as reçu, donc aujourd'hui, tout le monde doit rembourser. Parce que c'est peut-être irrationnel, mais il y a aussi un sentiment assez général qui est aussi à l'origine de la crise sociale qu'on traverse en ce moment, qui est ce sentiment de se dire, aujourd'hui, je ne récolte pas suffisamment les fruits de mon travail, en tout cas, je ne le récolte pas assez pour pouvoir vivre comme je le devrais. Ouais. Et la question du pouvoir d'achat dont parlait Éric hier. Ce sentiment, il est peut-être irrationnel, mais il est là et il est réel. Et politiquement, c'est très compliqué de faire passer un message en disant maintenant, on va tondre tout le monde à la même enseigne. Ouais. Alors, oui, mais Mathieu, ce sentiment, il vient de l'absence de croissance. Vous ne pouvez pas avoir de pouvoir d'achat. En fait, la France a une croissance à peine supérieure à 1% depuis 20 ans. Bon. Pour maintenir le niveau de protection sociale que nous avons, il faudrait 2% de croissance pour éviter les coupes dans tous les sens que Éric évoquait. Donc, si on veut faire 2% de croissance, il faut se mettre en position de le faire. Je reviens à mon dada, mais la réindustrialisation du pays, c'est le moyen de passer de 1% à 2%. Mais pour faire la réindustrialisation, je ne vais pas refaire la pédagogie du truc, il y a eu des travaux, il y a quand même des choses qu'on sait aujourd'hui qu'on ne pouvait pas spécifier il y a 5 ans. Il y a eu des travaux très intéressants du Sénat, il y a eu des travaux intéressants d'un ex-préfet qui a travaillé sur ces questions avec l'INSEE. On sait aujourd'hui que nous avons une industrie qui est tombée à 9,5 points du PIB, une industrie manufacturière. La moyenne de l'Union européenne sur l'industrie manufacturière, c'est 14,5. Il nous manque 5 points de production
production manufacturière. On sait que pour chaque point qu'on devrait trouver, il faut de l'espace, des terrains industriels équipés avec des réseaux, avec des approvisionnements énergétiques, puisque l'industrie du futur, elle est électrifiée, numérisée, robotisée. Donc, si on veut 5 points, il faut 50 000 hectares. Macron et ses équipes, depuis 7 ans, ont fait des grands discours sur ce sujet, mais sur la base des communications du ministère des Finances lui-même, on a travaillé 2000 hectares. On n'a pas travaillé 50 000 hectares. Donc, le pouvoir d'achat que vous évoquez, il ne peut venir que de la réindustrialisation. 5 points de manufacture de plus, c'est 1 million d'emplois directs dans l'industrie, probablement 1,5 million de plus en dehors. Et les emplois dans l'industrie sont payés au moins 50% de plus que dans les services. Donc, il est là, le pouvoir d'achat. Oui, mais ce qu'on a voulu faire, c'est du pouvoir d'achat par endettement. Et le pouvoir d'achat par endettement, il nous amène là où nous sommes. La question centrale, et moi je n'ai pas la réponse, et j'ai sûrement besoin de vos lumières aussi, mais c'est comment aujourd'hui on fait pousser des usines comme des champignons à l'ère de Donald Trump, et quand vous avez 60% de la dynamique mondiale qui se fait en Indo-Pacifique. Oui, mais non, mais c'est pas aussi simple, parce que... On va peut-être recentrer le débat. Juste sur la question de Mathieu. L'Europe, c'est encore 450 millions de consommateurs qui font à peu près 18% du PIB mondial. Donc, il y a des gens qui veulent venir ici. D'autant plus que si on n'est pas stupide, qu'est-ce qui va se passer dans les 3 prochaines années? Compte tenu de la fermeture des marchés américains aux exportations chinoises, elles vont venir ici. L'Europe ne va pas pouvoir supporter, on va monter les droits de douane. Donc, il va falloir faire des usines en Europe, que ce soit les Chinois ou les autres. La question, c'est est-ce que les usines se font en Allemagne, en Espagne, en Italie, ou est-ce qu'elles se font chez nous? Et nous, on aurait toutes les raisons de les attirer. On a du capital humain, on a de l'électricité décarbonée. Mais il faut une politique sur la durée. Et les politiques sur la durée, les gouvernements français, ça les intéresse pas. On n'avait pas dit encore le mot rapport Draghi. Il y a toujours le moment. Comme le temps file, je voudrais vraiment revenir. Éric Heyer, vous l'avez cité spontanément, la question du pouvoir d'achat. Parce que là, on voit les mesures fiscales s'empiler. Pour l'instant, on est sur les amendements. Peut-être qu'on finira avec le scénario mentionné tout à l'heure. Finalement, tout ça terminera par ordonnance. Il y a quand même une alerte qui se dessine parce que progressivement, d'ailleurs, vous le mentionnez dans les projections 2026 de l'OFCE, je crois que vous attendez à un recul du pouvoir d'achat, je le fais de mémoire, de 0,4 points. Exactement, bravo. Voilà, par unité de consommation. Ouais, par unité de consommation. C'est le risque. Enfin, on voit un pessimisme s'installer. Oui, vous avez raison. C'est le vrai risque pour l'économie française. C'est au-delà de l'industrie, c'est que ça cale sur la conso. Et la conso, c'est 50% du PIB. Non, mais Christian voit trop loin. Donc, d'accord. Christian, vous voyez trop loin, désolé. Non, mais il voit la réindustrialisation. Mais vous voyez, la réindustrialisation, c'est des années. C'est des années. Et là, il y a un budget à voter tout de suite. Donc, bien sûr qu'il faudrait y penser. Oui, mais il faut donner une perspective. Oui, mais je suis d'accord. Le pouvoir d'achat, c'est l'année prochaine. Et moi, je pense que le pouvoir d'achat, même, il faut le regarder par décile de revenus. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est vrai qu'effectivement, quand vous regardez, alors on n'a pas exactement le 2024 par décile, mais quand vous regardez 2021, 2022, 2023, sur ces 3 années-là, il y a du pouvoir d'achat, nous dit l'INSEE. Le pouvoir d'achat a augmenté les ménages. Quand vous regardez par décile de revenus, ça devient passionnant. Pourquoi? Parce qu'on voit que le premier décile, les plus modestes, ont légèrement gagné. Et oui, on a tout indexé, le SMIC, les minima, donc on a maintenu leur pouvoir d'achat, etc. Quand on regarde les 20% les plus riches, ils ont énormément gagné en pouvoir d'achat, surtout les 10%. D'accord? Pourquoi? Pas par leur travail. Marché de capitaux. Mais voilà, parce que il y a le club Zuckman. Le prix des actifs a augmenté, d'accord? Les prix des bourses et le prix de l'immobilier. Les taux d'intérêt ont augmenté aussi. Donc un taux d'intérêt sur un patrimoine qui augmente, ça vous fait des revenus. C'est par là que globalement, ils ont gagné en pouvoir d'achat. Et ensuite, quand vous regardez, les autres déciles ont tous perdu, sauf le 7e décile, qui était à l'équilibre. Donc, il y a 60% des ménages du milieu qui ont perdu en pouvoir d'achat. Vous voyez, ça devient intéressant, parce que vous dites, ah, d'accord, donc le pouvoir d'achat en macro moyen, ça a augmenté, mais il y a énormément de perdants. Donc là, si vous dites maintenant, on doit voter un budget où on doit demander des efforts. Mais bien sûr qu'on ne va pas demander aux plus modestes parce qu'ils sont déjà en difficulté. Et vous n'allez pas non plus demander aux plus riches parce que vous ne voulez pas augmenter l'impôt sur le revenu, d'accord? Et c'était eux qui auraient été... et pas de taxe Zuckman non plus.
Alors vous dites, les 120 milliards, c'est au milieu. Ceux qui ont déjà perdu, vous allez leur demander 120 milliards de plus. Mais là, on va tous s'habiller en jaune. Hein. C'est normal qu'il y ait une autre crise sociale qui arrive. Donc attention, effectivement, et ce d'autant plus, peut-être qu'on en dira un mot, le marché du travail est en train de se retourner. Donc les populations d'ici qui ne vivent que de leur travail, les 60%, ils ne vivent que de leur travail, avec un marché du travail qui se retourne, et on va leur demander 120 milliards d'efforts. Bon, on n'a pas de modèle qui dit quand est-ce qu'on s'habille en jaune, mais il y a tout pour qu'on s'habille en jaune. C'est pour ça que... Christian, on va faire la pause d'abord. Mais juste pour terminer sur ce que disait Eric, c'est pour ça que moi, je suis pour la pérennisation de la CDHR à 20%. Ouais. Je trouve que c'est normal, parce que ça permet de venir derrière sur les revenus du capital et de s'assurer qu'on paye au moins 20%. Elle est déjà pérenne. Alors là, elle est déjà pérenne. Voilà. Christian Saint-Étienne. Oui, mais je veux dire, conceptuellement, par rapport à ce qu'on disait, c'est plutôt... mieux que la taxe Zucman. Christian Saint-Étienne parlait de la contribution différentielle des hauts revenus, parce qu'il y a beaucoup d'acronymes en fiscalité.